On suit donc un personnage, on est dans sa tête, on est avec ses interrogations et on est avec sa propre réalité. C'est forcément dans le thriller, mine de rien, il y a une grosse part de travail sur les personnages, sur leur psychologie, sur leurs peurs, sur leur interprétation, sur leurs angoisses, etc. Forcément. Tu écoutes le Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Moi, c'est Ingrid Lemaire, je suis auteure et coach sur l'école d'écriture en ligne j'écris un roman.eu. Ma mission avec ce podcast, c'est de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des auteurs qui te dévoilent tous leurs secrets. Alors prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègue écrivain, je suis très contente de te retrouver dans cet épisode avec Noémie Bourgois où on va parler de beaucoup de choses parce que Noémie Bourgois est auto-éditée pour de la dystopie mais écrit également un thriller en ce moment et c'est l'occasion de parler de ce que c'est un bon thriller, de comment réussir son thriller. Donc si c'est un genre que tu affectionnes, tu vas apprendre plein de choses, mais on parle également beaucoup de l'auto-édition, de sa confiance en elle et de ses conseils pour les auteurs en herbe. Vaste programme, donc je te laisse avec notre épisode. Bien sûr, tu trouveras tous les liens pour retrouver Noémie dans les notes du podcast. Bonne écoute. Et on est avec Noémie Bourgois. Hello Noémie, bienvenue au Café des auteurs. Hello. Est-ce que du coup tu pourrais te présenter à nos auditeurs ? Bien sûr. Alors, comme tu l'as magnifiquement prononcé, je m'appelle Noémie Bourgois. Je rigole avec ça parce que 95% des gens m'appellent bourgeois, donc voilà. Donc, je m'appelle Noémie, je suis autrice depuis maintenant 3 ans et demi. Ça fait 3 ans et demi que j'ai publié mon premier roman en auto-édition. Donc, principalement de la dystopie pour adultes et de l'anticipation, mais pas que. Je me diversifie un petit peu avec le temps. Je suis arrivée à l'écriture un petit peu par hasard. J'ai pas fait des études littéraires, j'ai fait des études de son, de cinéma, des études même un petit peu plus techniques, on va dire. Donc vraiment, j'étais pas spécialement prédestinée à devenir autrice, même si j'ai toujours été une grosse lectrice depuis toute petite et que chez moi, tout le monde lit beaucoup. Et à côté de ça, je suis musicienne depuis un certain nombre d'années. J'ai différents groupes. J'ai été régisseuse son aussi pendant une dizaine d'années en théâtre. J'ai fait de la tournée, j'ai fait de la régie de concert. Je suis aussi organisatrice de concerts et je fais de la bêta lecture professionnelle. Voilà, je fais un peu beaucoup de choses, quoi. Et justement, dans ce quotidien bien chargé, un jour tu t'es dit, c'est pas assez chargé, je vais me lancer dans l'écriture. Comment ça s'est passé ? Alors, la façon dont je me suis mise à écrire, c'est assez drôle. J'étais avec ma petite sœur qui écrit, c'est celle qui fait mes couvertures d'ailleurs, donc une créative, elle fait de la musique également, enfin voilà. Et un jour, je ne sais même plus ce qu'on était en train de faire, mais on a eu l'idée d'un lieu, en s'imaginant une histoire, on a imaginé un lieu. Et on s'est dit, et si on écrivait une histoire, en fait, mais de base, on s'écrivait une histoire toutes les deux. J'écrivais un petit peu, elle écrivait un petit peu. On avait imaginé tout le contexte géopolitique, le lieu en question, parce que tout tournait autour de ce lieu, les personnages, etc. Et on s'est dit, on va commencer à l'écrire ensemble. Bon, au final, ça n'a pas marché parce que elle, pour le coup, c'est une littéraire. Et nos deux plumes ensemble ne fonctionnaient pas. Et au final, on ne voulait pas faire exactement la même chose. Elle était encore en train de faire ses études, elle n'avait pas forcément le temps. Donc, je me suis dit, je vais continuer toute seule. Et j'ai écrit un petit peu quand j'avais le temps, quand j'avais envie. C'est devenu un moyen aussi de m'apaiser parce que j'écrivais à la main. Mes 4 premiers romans ont été écrits à la main et ça a été une façon de... J'ai trouvé en fait ce moyen de m'apaiser parce que je suis quelqu'un de très anxieux, très nerveux, très angoissé. Et l'écriture manuelle en fait m'apaisait beaucoup. Et donc j'ai trouvé c'était presque limite plus un petit rituel en fait, plus que de me dire je vais écrire un roman, je vais sortir un livre. Puis au bout d'un moment, quand j'ai commencé à voir que ça faisait, je tapais au fur et à mesure à l'ordi, que ça faisait 70 000, 80 000 mots, je me suis dit, tiens, bon, maintenant que j'arrive au fur et à mesure au bout de quelque chose, pourquoi est-ce que je n'en ferais pas en fait justement quelque chose? Et c'est là que je me suis dit, ok, je vais en faire un livre. Donc bon, forcément, quand on écrit l'histoire de base sans se dire qu'on va sortir un livre et qu'on prend la décision en cours de route quand il faut retravailler, c'est colossal, hein. Donc le travail de réécriture que j'ai eu sur ce premier roman, donc les origines, était énorme. Mais voilà, en fait, je me suis pas dit, je vais écrire un livre de base. De base, c'était avec ma frangine. On s'est dit, viens, on se raconte une histoire, en fait, bah, comme on pourrait se raconter une histoire à l'oral, en fait. Sauf que nous, on s'est dit, on va la faire à l'écrit, quoi. Et voilà, comment je me suis mise à écrire et comment ça a tout lancé, en fait. Et tu dis quand même que t'étais certes pas
tombé dans l'écriture très jeune, mais que tu étais une grande lectrice. Est-ce Oui. que dans ce genre, du coup, dystopie, anticipation, voire thriller, tu as des influences et des auteurs préférés? Alors oui, j'ai des auteurs préférés. J'ai toujours lu beaucoup de policiers, beaucoup de thrillers. Je pense que ça compose 90% de mes lectures. Et pourtant, j'ai mis du temps à me mettre à en écrire parce que je voyais ces genres littéraires un petit peu, je les mettais un petit peu au-dessus des autres en termes d'écriture. Et je voyais le processus d'écriture de ces genres littéraires quand même un peu plus complexe que d'autres. Mais alors, des auteurs préférés, oui, bah, je suis une énorme fan de Franck Tillier. Je trouve qu'en termes j'adore faire des recherches pour mes romans. Alors moi, c'est surtout des recherches scientifiques, médicales, techniques. Et lui, c'est ce qu'il fait aussi. Et ça m'a toujours fascinée chez lui. La précision de tout ce qu'il écrit, la quantité de travail de recherche qu'il met, enfin, le, ce travail en fait qu'il arrive à régurgiter de manière pourtant très claire et passionnante dans ses romans. Et maintenant que je suis passée de l'autre côté, je réalise que pour toutes ces petites informations dans ses romans, en fait, ça représente que 5% de tout le travail de recherche qu'il a dû faire derrière. Ça, je m'en suis rendu compte sur Le Dernier Né, où j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures à faire des recherches médicales pour au final n'en mettre que 5%, mais pour que ce soit cohérent et que je maîtrise un peu ce dont je parlais, il y avait tout ce travail à faire derrière. Et Franck Tilly, en fait, c'est vraiment celui que je place au-dessus des autres à ce niveau-là. Enfin voilà, j'adore Franck Tilly. J'aime aussi beaucoup Fred Vargas, plus du coup là vraiment dans policier également, pour la création de ces ambiances, de ces descriptions. C'est vraiment autre chose que je vais chercher chez elle. Après voilà, toute cette nouvelle génération, Minier, j'adore Chatham, j'adore Granger. Enfin, Et plutôt des auteurs francophones alors? oui, ah oui, oui, oui. Alors, on trouve d'excellents auteurs de thrillers et de policiers partout, mais je trouve qu'en France, on a d'excellents auteurs et autrices, vraiment. On a de quoi faire, vraiment. Et du coup, effectivement, toi, les genres vers lesquels tu t'es tourné, il y a du thriller, on va en parler, mais il y a aussi un Mm. peu des dystopies, etc. Ouais. Pourquoi ces genres-là spécifiquement? On s'écarte un petit peu de tes Alors, influences. je suis quelqu'un en colère, révoltée. J'ai toujours été engagée à différents niveaux, politiquement. Enfin, je me suis toujours interrogée sur tout ce qui se passait dans notre société, à essayer de comprendre pourquoi les choses se passaient de telle ou telle façon. Et bah, du coup, je me suis mise à écrire sur ces mots de notre société. Il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux, de voir ce qui se passe et les idées fusent vraiment. Et j'avais besoin d'aborder certains sujets, des sujets un peu compliqués, des sujets un petit peu difficiles. Et c'est un moyen pour moi aussi euh, euh, je suis hypersensible au sens strict du terme et j'absorbe énormément, mais surtout tout ce qui est très négatif. Le positif aussi, mais on va pas se mentir, c'est surtout le négatif. Et du coup, en faire des récits, en faire des histoires, essayer de m'interroger sur ce qui se passe et d'interroger les lecteurs et les lectrices, c'est un moyen pour moi aussi c'est un peu une forme d'exutoire en fait, d'écrire. Et c'est pour ça que je me suis tournée facilement vers l'anticipation, vers la dystopie, en essayant d'imaginer voilà, les personnes dans notre société, comment ça pourrait tourner si jamais les situations empiraient, si jamais telle ou telle décision était prise par les gens qui nous gouvernent, etc. Voilà. Quelque chose que je reconnais beaucoup, parce que moi, c'est un peu la raison pour laquelle je me suis tournée vers la science-fiction aussi, c'est d'exorciser un peu des peurs Ouais. liées à ce qui se passe dans le monde, Mmh. quoi. Et c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'effectivement, il y a des choses que tu as écrites en tant qu'anticipation qui commencent à devenir un petit peu vraies. Est-ce Ouais. que quand tu as publié ton premier roman, parce que tu t'es donc tourné vers l'auto-édition, je pense notamment au fait que tu abordes des thèmes pas forcément faciles à aborder. Est-ce que Ouais. l'auto-édition était ton choix dès le départ? Alors, j'ai longtemps hésité entre l'auto-édition et l'édition traditionnelle. Je me suis renseignée un maximum. Dans l'auto-édition, il y avait ce côté être capable de tout gérer, avoir cette espèce de satisfaction d'être arrivé au bout, du bout, du bout, du bout, même si jamais on s'entoure, mais voilà, d'avoir vraiment fait quelque chose soi-même. L'aspect financier aussi, de la rémunération qui est plus importante chez les auto-éditeurs, même si chez les auto-édités, même si jamais ce n'était pas le critère numéro un. Mais avec le tout premier roman, Les Origines, je pense que j'étais encore à ce stade où j'avais besoin, pas au niveau des autres, au niveau de moi-même, cette espèce de validation
d'un éditeur ou d'une éditrice, que je n'ai plus maintenant, que j'ai perdu très rapidement, mais j'avais quand même un petit peu ce truc de me dire, ah oui, mais est-ce que j'ai pas besoin de quelqu'un de valide en fait? C'était pas forcément pour que les gens me disent, ah oui, ok, t'es en maison d'édition, t'es une vraie autrice. C'est pas ça, c'était vraiment moi-même en fait. Donc j'ai quand même envoyé donc les origines à 3 maisons d'édition que j'avais sélectionnées. Et les 3 maisons d'édition, alors j'ai eu 2 réponses, 2 détaillées, dont une extrêmement détaillée, d'un éditeur qui a pris le temps, qui a lu le roman très vite et qui a pris le temps de me dire, ah, écoute, ça j'ai trouvé que c'était top, ça je pense que tu pourrais le retravailler un petit peu, enfin en me donnant des pistes enfin c'est hyper intéressant. Et les deux m'ont dit que le problème c'est que j'étais un petit peu, ce que j'écris c'est un petit peu le cul entre deux chaises, dans le sens où on est vraiment sur de l'anticipation, où ce que j'anticipe souvent c'est les avancées sociales, médicales, mais dans les décennies à venir. Donc même si jamais on reste dans un sous-genre de la science-fiction, c'est pas ce que eux entendent vraiment. Ils cherchent de la science-fiction dans le sens imaginaire vraiment du terme. Et je suis pas du tout non plus en contemporain. En plus, la dystopie, bon, quand on pense, la plupart des gens, quand ils pensent dystopie, ils pensent dystopie forcément pour adolescents. Et donc, ils m'ont dit, bah, ça colle pas exactement à ce qu'on voudrait, etc. Donc, je me suis dit, bon, je vais pas chercher plus loin. De toute façon, je me suis rendu compte que je cherchais une maison d'édition pour les mauvaises raisons. Alors qu'aujourd'hui, je cherche à être hybride et à avoir des manuscrits en maison d'édition pour ce que je considère, moi, être les bonnes raisons. Parce que je me suis vraiment... j'ai laissé derrière moi ce côté, j'ai besoin de l'aval, en fait, de la validation d'une maison d'édition. Donc, en fait, très rapidement, je me suis dit, bon, j'hésitais déjà entre maison d'édition, auto-édition. C'est parti, je me lance dans l'auto-édition. Et puis voilà, quoi. Et du coup, tu as publié essentiellement des dystopies en auto-édition, j'ai envie de dire. Pas que adultes. Alors pour le moment, c'est que des romans pour adultes, Ouais. sachant que bon, par exemple, la saga MKV ou les origines, ça peut être lu à partir d'une quinzaine d'années, mais c'est pas la cible. Les personnages sont adultes, ils ont entre 25 et 45 ans. Leurs problématiques, il n'y a pas du tout cette évolution et les problématiques qui peuvent être liées à la jeunesse ou du young adulte. Donc c'est vraiment, je cible vraiment des adultes et j'ai même des romans, le dernier né le registre, je les déconseille avant 16 ans minimum, pour les thèmes abordés, pour la maturité, je pense qu'il est nécessaire pour avoir une certaine réflexion par rapport à la lecture. Et je dis pas ça pour infantiliser, du genre, ouais, si t'as 15 ans et demi, t'es pas capable de réfléchir, c'est pas ça, mais il y a des choses où on s'y intéresse avec le temps, on prend du recul sur certaines choses, etc. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, c'était vraiment que pour adultes. Et en dehors de ces dystopies, j'ai quand même écrit avec Marie Faucheux, on a écrit un 4 mains, Tu sais quoi, chassons-les, où là, ça n'a absolument rien à voir. On est sur un urban fantasy euh, complètement décalé et déjanté. Donc, voilà, c'est vraiment très différent. Mais là, pareil, ça ne s'adresse pas forcément à la jeunesse, c'est vraiment public adulte également. Donc, jusqu'à présent, tout ce que j'ai publié, pas tout ce que j'ai écrit, mais tout ce que j'ai publié, c'est la cible, ce sont les adultes. Et ça m'évoque une question parce que en auto-édition, la part où on parle de soi sur les réseaux pour faire connaître notre livre est très importante. Et Mhm. effectivement, sur les réseaux, on voit peu ton genre littéraire. Ouais, Là, on voit justement, comme tu le dis bien, de la dystopie jeunesse, qui est un peu ouais. étrange d'ailleurs quand on y réfléchit. Et finalement, ton genre littéraire est pas très représenté. Et je pense que du coup, ça peut poser un peu un frein à la visibilité de tes livres. Alors oui, bien évidemment. De toute façon, moi, j'ai pris conscience avec le temps que mes romans, leur cible, elle était en librairie. C'est pour ça que cette année, que j'ai vraiment pour but de devenir autrice hybride, parce que moi, effectivement, le genre littéraire que j'ai choisi d'écrire, c'est pas forcément le genre littéraire que l'on voit en auto-édition. Comme je dis tout le temps, il n'y a même pas de catégorie anticipation sur KDP. Voilà, pour moi, c'est assez. Alors que pourtant, enfin, euh, 1984, le meilleur des mondes, enfin, je veux dire, parmi les grands classiques de la littérature, on a du roman d'anticipation. Et ce sont des genres qui se vendent quand même, mais pas forcément en auto-édition. Ma cible n'est pas forcément sur KDP, n'est pas forcément sur les réseaux. Alors moi, là où j'ai de la chance, c'est que j'ai quand même développé tous mes réseaux. Donc j'ai quand même un certain nombre d'abonnés, ce qui m'assure quand même que même si jamais ce n'est qu'un petit pourcentage qui va lire mes livres, j'ai quand même des lecteurs et des lectrices. Je pense que c'est à prendre en considération quand on se lance dans l'édition et qu'on choisit la voie éditoriale, d'avoir conscience.
que certains genres sont plus faits pour l'auto-édition que d'autres. Et alors justement, à propos de genre littéraire, on a beaucoup parlé de Mhm. dystopie, mais toi, tu t'es Mhm. tournée récemment vers le thriller. Pourquoi? Oui, qui est tout simplement parce que c'est mon genre préféré. Voilà, le thriller et le policier. Et je savais que j'en écrirais un jour, mais jusqu'à présent, je m'étais dit, ah, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour l'écrire? Euh, Parce que je sais pas, je m'étais mis en tête que je ne pouvais pas écrire de thriller ou de policier. Et j'avais quand même une idée qui me trottait en tête. Et je me suis dit, ah, ça serait bien qu'à un moment, je prenne mon courage à deux mains et que je me lance en fait dans ce projet. Et l'année dernière, j'ai lu Jamais 200 toi d'Alex Soll. J'ai adoré ce roman, je l'ai dévoré en une journée. Enfin, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Et je me suis dit, ouais, vas-y, bon, parti, écris ton thriller. Au bout d'un moment, tu vas attendre combien de temps? Et donc, j'ai commencé à faire des recherches pour écrire le thriller. Donc, j'ai commencé à faire les recherches et à travailler un petit peu dessus avant l'été 2023. Puis après, j'ai eu la publication du registre. Après, j'ai écrit une dystopie young adulte. Et enfin, je suis revenue à ce thriller que j'ai terminé en fin d'année et que je vais commencer à réécrire cette semaine. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait mais tellement plaisir d'écrire du thriller. Surtout qu'à force d'écrire de la dystopie, de l'anticipation, au bout d'un moment, on craint un petit peu de retrouver un petit peu toujours les mêmes schémas, malheureusement, d'un livre à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur, que je pense que j'ai évité jusqu'à présent. Mais là, le fait de m'aventurer enfin vers du thriller, je me défais un petit peu, voilà, de cette crainte. Donc, j'ai d'autres projets thrillers. J'ai des projets aussi de polar, mais ça viendra après parce que c'est un autre travail encore de recherche et de préparation, voilà, que pour le moment, je ne souhaite pas faire. Donc, ça sera peut-être l'année prochaine, je sais pas. Mais en tout cas, dans le thriller, maintenant que j'ai mis un pied dedans, en tant qu'autrice, je pense que ça va être comme la lectrice. Je pense que je vais vite mettre le deuxième pied, quoi. Je vois très bien pour avoir écrit enfin de la SF après avoir écrit Ouais. beaucoup de fantasy et tout ça, Mhm. en ayant justement peur du style, Mhm. des recherches et tout. Puis en fait, premier chapitre, c'était la révélation. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas Ouais. commencé plus tôt? Ben Je oui, non, mais des m'éclate. fois, parfois, on s'impose des blocages nous-mêmes, mais sans raison, en fait. Et alors du coup, à propos de thriller, c'est quoi pour toi un bon thriller? Alors, un bon thriller, pour moi, c'est un roman que je vais pas pouvoir lâcher. C'est un roman que je vais tenir dans la main toute la journée. C'est-à-dire que ça m'arrive des fois, bon, maintenant que la liseuse, c'est plus pratique, je me lave les dents, j'ai le bouquin dans la main. Je me fais à manger, j'ai le bouquin à côté. J'ai envie d'avoir peur à différents niveaux, en fait. J'ai envie de ressentir de l'angoisse, j'ai envie de sursauter, j'ai envie d'avoir peur pour les personnages, j'ai envie d'avoir peur moi, en tant que personne en train de lire. J'ai envie d'être surprise. Enfin, c'est hyper important pour moi d'être surprise à un moment ou à un autre. Et j'ai envie de terminer le livre en me disant, ah ouais, ok, c'était ça. Voilà, moi, c'est ce qui me plaît le plus, sachant que j'aime bien quand on a un thriller avec une enquête policière également, ou pas, ça dépend. Ah, moi, j'aime bien quand on vient vraiment creuser là, dans les personnages et qu'ils sont poussés et que je suis poussée un petit peu dans mes retranchements. Et du coup, ce que j'entends dans ta définition, c'est vraiment que le rythme et la tension jouent une part énorme, je trouve, dans ce genre-là, bien plus que dans Ouais, d'autres genres littéraires. oui. Et comment tu t'y es prise, du coup, pour ce roman-là? Alors bon, c'est le premier jet, mais comment Ouais. ça s'est passé, du coup, pour toi? Est-ce que c'était une évidence ou pas? Alors, j'ai des points forts et des points faibles en tant qu'autrice, dont j'ai eu conscience assez rapidement. Et je pense que c'est intéressant d'ailleurs en tant qu'auteur d'être capable d'identifier ses points forts, ses points faibles. Et moi, j'ai la chance d'avoir parmi mes points forts la gestion des chapitres et la gestion des fins de chapitres. Pour moi, il faut absolument savoir gérer. Et je refuse, entre guillemets, d'avoir dans un de mes romans un chapitre qui termine, voilà, où on se dit, OK, d'accord, je lirai la suite demain. Je veux que chaque fin de chapitre amène une révélation, amène une question, donne envie d'aller sur le chapitre suivant. Et ça, c'est quelque chose que je sais euh, plutôt bien gérer. Et donc, du coup, là, pour le thriller, ça m'a servi énormément parce que ça m'a permis vraiment de rythmer et qu'à chaque fin de chapitre, on ait vraiment envie d'avoir la suite. Donc ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé. Là où j'ai pas mal travaillé également, c'est sur les faux semblants pour que le lecteur s'interroge une grosse partie.
du roman sur est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel. Je vais pas trop détailler parce que ça spoil après sinon le roman. Mais du coup, ça a été un gros travail. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vais beaucoup retravailler à la réécriture. Je veux que le lecteur, la lectrice, en lisant, se dise, attends, où est-ce qu'elle nous emmène là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc ça a été aussi quelque chose, le fait d'avoir la personne qui va être en train de lire, qui s'interroge sur la suite, vraiment, pour moi, elle va être plus investie dans sa lecture. Et du coup, en termes de tension, etc., je pense que c'est intéressant. Mais le plus gros, le gros plus, je pense, pour moi, en tant qu'autrice, ça a été vraiment cette gestion des chapitres et d'avoir un petit cliffhanger, en fait, à la fin de chaque chapitre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait dans mes romans et qui m'a vraiment servi, là, du coup, pour le thriller, quoi. Oui, et qui est pas forcément utile dans tous les romans, hein. Si vous Oui, écrivez une romance, bon, les cliffhangers de fin de chapitre, on s'en fiche un peu. bah Mais voilà, c'est c'est sûr ça. que là, je te rejoins sur le fait que ouais, dans un thriller, c'est important en tout cas de créer l'attente du chapitre d'après, etc. Est-ce que tu Mhm. as vraiment du point de vue forme, parce que bon, un thriller, c'est une ambiance aussi, Mhm. souvent dans un certain milieu, ce genre de choses. Est-ce que t'as vu un changement ou t'as créé un changement par rapport à ce que tu écrivais avant? Pas vraiment. Alors, moi, j'ai un style qui est très souvent qualifié de très cinématographique. D'ailleurs, qu'il était trop au début, et ça a été un travail que j'ai dû faire, je pense, parce que je suis passionnée de cinéma, je fais des études de ciné, j'ai écrit des scénarios, donc forcément, ça vient de là. Et alors, c'est cool, mais ça a aussi des inconvénients. Parce qu'au début, c'est vrai que j'écrivais certaines choses, ça faisait un peu trop au scénario. Donc, il a fallu que je retravaille ça. Mais d'un autre côté, d'avoir ce côté très scénaristique et très visuel, alors que pourtant, j'ai pas trop de description, hein. Mes bêta-lectrices et mes bêta-lecteurs souvent me disent un petit peu de description là. Et je rajoute des choses dont je pense que cette plume que j'ai, qui est assez simple, qui va à l'essentiel, du coup, je pense que ça capte directement. J'essaye pas de passer par 10 000, voilà, 10 000 choses. Après, là, ce qui joue, moi, en ma faveur au niveau de l'ambiance, etc., c'est tout simplement le contexte. Ça se passe dans le milieu du survivalisme. Et donc, forcément, en fait, on a un groupe d'amis qui part faire un stage survivaliste autonomiste. Sauf que tout part en cacahuète, hein, grosso modo. Donc, en fait, le lieu, le contexte et en plus ce que s'imaginent plein de gens sur le survivalisme, parce qu'en fait, le survivalisme, on s'imagine un peu tout et n'importe quoi, et ça peut être un peu tout et n'importe quoi, hein. Ça peut aller de personnes qui font des stocks, qui essayent d'être un peu plus autonomes, de trouver des moyens de se nourrir eux-mêmes si jamais il se passe quelque chose, etc., aux mecs ultra extrêmes qui font des stages sans manger pendant plusieurs jours, ou ils font des stages de séquestration, etc. Donc ça peut être très extrême. Et en fait, j'ai aussi joué avec ce qui se passe en fait dans l'inconscient collectif quand on parle de survivalisme. Donc enfin, ça a joué en ma faveur. Pareil, le deuxième que je vais écrire, il y aura des sectes. Donc là, pareil, enfin, entre guillemets, la facilité, oui et non, mais euh, choisir un contexte en fait autour de l'histoire qui questionne déjà, qui peut un petit peu effrayer, bah forcément, j'ai joué là-dessus, oui, clairement. Et puis effectivement, je trouve que c'est un contexte qui aide parce que pour moi personnellement, dans un bon thriller, justement, on se demande vraiment si les personnages vont tous mourir, enfin si le héros va Oui, survivre et tout ça. Et clairement, dans un contexte comme ça, du coup, je pense qu'on est suspendu à chaque page en train de se demander si quelqu'un va mourir et qui quoi. oui. Qui, quand, comment, pourquoi, est-ce qu'il est vraiment mort ou pas Et dans le thriller, il y a quelque chose qui est hyper important et qui est très développé chez les thrillers qu'on connaît et qu'on aime bien, c'est un peu l'aspect personnage, et notamment leur Ouais. psychologie, leur psyché, leur profondeur, leur peur. Toi, du coup, c'est un thriller avec un groupe de personnages, c'est ça? Ouais, alors j'ai un personnage principal, c'est écrit à la première personne. Donc j'ai un personnage principal, mais qui est un groupe de personnages qui arrivent justement dans un camp survivaliste. Mais on suit donc un personnage, on est dans sa tête, on est avec ses interrogations et on est avec sa propre réalité. C'est forcément dans le thriller, mine de rien, il y a une grosse part de travail sur les personnages, sur leur psychologie, sur leurs peurs, sur leur interprétation, sur leurs angoisses, etc. Forcément. Et bah, moi, une grosse partie où en fait les lecteurs et lectrices vont s'interroger sur la perception qu'a ce personnage et se dire, mais attends, est-ce qu'il est OK? Est-ce que ce qu'il perçoit, c'est vraiment ce qui se passe? Est-ce que tout son passif et tous ses traumas ne viennent pas
interférer dans sa perception de la réalité, etc. Donc j'ai vraiment travaillé ce manuscrit là-dessus. Et d'ailleurs, ça va être le gros de la réécriture aussi, c'est voir si jamais j'ai mis bien les bonnes pistes au fur et à mesure du roman, dans ses réactions, dans ce qu'il va dire, etc. M'assurer que plein de choses qu'il dit puissent être interprétées de différentes façons pour que le lecteur s'interroge. Et d'ailleurs, quand je vais faire bêta-lire ce roman, je vais demander justement à mes bêta-lecteurs et mes bêta-lectrices de porter une attention particulière à la psychologie du personnage, à son évolution et à toutes ses interrogations. Parce que effectivement, dans le thriller, les personnages et ce qui se passe dans leur tête, c'est quand même, on peut avoir un thriller, un huis clos qui se passe dans une pièce toute blanche en fait. C'est pas le cas de plein d'autres genres littéraires où d'autres choses vont devoir être plus développées. C'est pour ça que quand je vois des fois des écrits thrillers psychologiques, je me dis, j'espère qu'il est psychologique ton thriller. Ça existe un thriller pas Oui, psychologique. oui, c'est ça. J'ai l'impression que là, avoir plusieurs bêta lecteurs, à mon avis, c'est même super important parce Oui, qu'on est vraiment sur un sujet hyper fluctuant qui est la psychologie humaine, quoi. Et oui, je bien pense sûr. que chaque bêta va avoir sa perception et ses pistes et ses idées sur ce qui Ah, est le absolument. personnage. Absolument. Alors, moi, j'ai toujours beaucoup de bêta-lecteurs, sachant que je fais plusieurs niveaux de bêta-lecture. Et pour celui-ci, c'est vrai que d'autant plus. Et d'ailleurs, je vais pas avoir forcément la même équipe de bêta-lecteurs sur ce roman, parce que j'ai beaucoup de bêta-lecteurs habituels qui ne lisent pas forcément de thriller. Et pour moi, il me faut au moins les trois quarts de mes bêta-lecteurs et bêta-lectrices, il faut que ce soit des lecteurs et lectrices de thriller, parce qu'ils sont habitués aussi à ce qu'on joue un petit peu avec eux. Et je veux voir si jamais ils décèlent peut-être trop rapidement le jeu que moi je mets en place, parce on a l'habitude de certains schémas, etc. Et quelqu'un qui n'a jamais lu de thriller, il va peut-être arriver avec un esprit un petit peu plus naïf, entre guillemets, un petit peu plus nouveau, en fait. Alors que quelqu'un qui a déjà lu des dizaines, des centaines de romans dans le genre, il va se dire, attends, là, toi, ce que tu es en train de mettre en place, on est dans un thriller, je, potentiellement, ça peut vouloir dire ça. Donc là, c'est vrai que je prends d'autant plus en considération les habitudes de lecture des personnes qui vont bêta lire ce roman. Et du coup, tu me disais avant qu'on commence que pour ce thriller-là, c'est pas l'auto-édition que tu envisages. Oui, cette année 2024, c'est l'année où je souhaite devenir autrice hybride. Donc j'ai plusieurs manuscrits que je vais envoyer en maison d'édition. Donc la dystopie young adulte à laquelle j'ai fait référence juste avant, que je vais envoyer à des maisons d'édition. À laquelle je vais le faire participer également à des concours qu'il y a actuellement. Et ce thriller, je vais aussi le soumettre à des maisons d'édition, sachant que je vais le soumettre à une maison d'édition avant. Je ne dis pas son nom ici pour pas me porter la poisse ou quoi que ce soit. En fait, de base, je ne savais pas trop celui-ci si j'allais le faire en auto-édition, maison d'édition, sachant que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, le thriller est quand même un genre qui trouve facile sur KDP, mais il y a une maison d'édition qui me plaît. C'est pas une très grosse maison d'édition. Ça fait quand même plusieurs années qu'elle existe, qu'elle fait du roman français, qu'elle fait de la traduction, elle fait des beaux livres. Elle est présente en papier, elle est présente en numérique, elle est présente en audiobook. Enfin, j'aime vraiment le travail et je sais pas, cette espèce de feeling que j'ai lorsque je vois leurs romans, etc. Et en fait, j'ai décidé de soumettre ce manuscrit à des maisons d'édition à cause de cette maison d'édition. Donc, je vais leur soumettre à eux parce que c'est celle que je vise en priorité. Et si jamais ça ne donne rien, je le proposerai à d'autres maisons d'édition. J'ai déjà une petite liste en tête. Et puis si jamais ça ne donne rien, parce que bon, on rappelle quand même que un manuscrit bon, aussi bon soit-il, c'est pas pour autant qu'il sera sélectionné par une maison d'édition. Des très bons romans qui sont envoyés à des maisons d'édition, il y en a des centaines, des milliers en fait. Mais il n'y a pas la place pour tout le monde. Il y a le planning éditorial de la maison d'édition. Bref, donc si jamais ça ne donne rien, je l'auto-éditerai. Et tu parlais de devenir une autrice hybride. Mm. Est-ce que c'est aussi pour avoir justement un pied dans les librairies d'un côté et garder l'auto-édition de l'autre Ouais, côté absolument. Je pense que l'auto-édition et l'édition traditionnelle ont toutes les deux des avantages et des inconvénients. Alors après, selon les personnes, selon le temps qu'on a à investir ou pas, selon les genres littéraires, selon la cible également. Forcément, si on écrit du jeunesse, se lancer en auto-édition, je pense que c'est un petit peu risqué. Mais voilà, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Et moi, je pense que je pourrais bénéficier des avantages des deux. Et comme on le disait, moi, j'ai un genre littéraire qui n'est pas forcément le genre qui se prête le plus
à être en auto-édition et j'aimerais voilà, avoir ce pied dans l'édition traditionnelle pour, à terme, essayer d'équilibrer un petit peu entre les avantages des deux côtés. Je me vois pas non plus être un jour 100% maison d'édition parce que j'aime le travail qu'il y a à faire en tant qu'autrice auto-éditée. Et à ce propos, justement, tu nous parles un peu du travail qu'il y a à faire Mhm. autour des livres en auto-édition sur lequel tu communiques beaucoup sur les réseaux. Oui. C'est effectivement un travail assez impressionnant, surtout que là, tu commences à avoir pas mal de livres. On voit le stock Mm. derrière toi quand on t'a Ouais. en appel visio. Ça fait du coup beaucoup d'organisation entre Mm. l'auto-édition, les réseaux, l'écriture Ouais. et ton métier à côté. Mhm. Est-ce que tu as des conseils d'organisation à nous partager pour réussir à tout faire en même temps? Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, dans le sens où j'arrive à faire des journées de 12, 13, 14, 15 heures d'affilée. Ça, je pense que ça me vient de mon taf de régisseur son, où j'avais des fois des très très grosses périodes où je pouvais bosser. J'ai déjà fait des journées de 21 heures hein, de boulot. J'ai déjà fait des semaines à presque une centaine d'heures de taf. Enfin, bref, je suis capable d'amasser une grosse quantité de travail. Par contre, c'est pas forcément très bien parce que c'est fatigant pour le corps, c'est fatigant pour l'esprit. Donc, je vis plus ça en fait pour le préciser et le prendre en compte par rapport à moi, comment je fais. C'est vrai qu'il y a souvent des gens qui me disent: «Oh là là, tu arrives à faire tout ça, tu as trop de la chance, etc.» De toute façon, il y a des inconvénients à côté, c'est pas pour tout le monde et c'est pas quelque chose que j'ai envie de glorifier. Et après, au niveau de l'organisation, moi, je fonctionne au to-do list. J'ai des to-do list sur la journée, j'ai des to-do list sur la semaine, sur le mois, globalement sur l'année manuellement. Donc, on voit là derrière moi, j'ai un tableau blanc où je note tout ce que je dois faire sur la journée. Mais j'ai aussi des semainiers où je me note tous les jours ce que je dois faire, sur la semaine ce que je dois faire. Et après, des fois, en plus, je me fais des petites to-do list à la main où je note vraiment tout ce que j'ai à faire. Comme ça, je suis organisée. Je sais ce que je dois faire, donc je me décharge mentalement en fait de devoir penser à tout ce que j'ai à faire. Là, j'arrive sur ma journée, ok, bah, j'ai ça à faire, bah, je me mets à ça. Après, moi, je switch d'une activité à l'autre des fois très très vite. Je ne peux pas rester concentrée sur une même activité trop longtemps. Mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est vrai que des fois, je switch toutes les 10 minutes, je change d'activité. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne pas parce qu'ils doivent se mettre dans une activité et c'est seulement au bout d'un certain temps qu'ils sont vraiment à fond dedans. Moi, c'est pas mon cas, je switch tout le temps. Mais du coup, en fait, moi, je trouve mon équilibre ainsi, de façon à ne pas trop m'enfermer dans quelque chose mais en m'y tenant quand même parce que j'ai la liste des choses que je dois faire dans la journée et en essayant d'avoir une certaine souplesse. Parce que des fois, je me mets une liste de choses à faire dans la journée et au final, bah, je ne peux pas pour plein de raisons. Ben, c'est pas grave, je décale. C'est pour ça que j'ai des to-do list sur la journée, la semaine et le mois. Ça me permet d'avoir une vision d'ensemble et de pouvoir redispatcher après sur les jours de la semaine, et réorganiser et voir du coup comment je peux agencer au mieux. D'ailleurs, je montre un petit peu moins maintenant toutes les choses que je fais parce que je craignais justement de faire passer un mauvais message et que certaines personnes se sentent, soit se disent: «Attends, moi je fais que ça, c'est nul», alors qu'en fait pas du tout parce qu'elles font certainement plein de choses que moi je ne fais pas. Et j'avais peur que ça donne l'idée que bah, pour réussir, pour vendre tant de livres, pour avoir tant d'abonnés, etc., il fallait être capable eh ben, de faire autant de tâches sur la journée, etc. C'est vrai que j'ai un petit peu arrêté de montrer tout ce que je faisais. J'en parle quand même parce que ça fait partie de mes activités et parce que c'est bien aussi de montrer que écrire un livre, c'est pas juste écrire un livre et qu'on peut avoir plein d'autres choses autour. Mais je fais attention à comment je fais passer le message. Ça me fait penser à l'épisode de podcast d'il y a quelques semaines avec Safia Gourari où vraiment elle disait de se protéger un petit peu de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce Oui. qu'effectivement, comme tu le dis bien, il y a des personnes qui ont une méthode, une façon de faire qui vont pas Mm. du tout marcher pour nous. Oui. Je sais que typiquement, moi je suis un peu à l'opposé de toi. Moi j'aime bien faire enfin la même tâche sur 8 heures et tout. Ouais. Enfin clairement, j'ai beaucoup de mal à switcher. C'est un truc hyper difficile et justement j'appréhende aussi le côté auto-édition par rapport à ça parce que on n'en a pas trop parlé, mais effectivement ça recouvre énormément de choses Ouais. hyper variées et différentes qui du coup je pense est peut-être une source de motivation quand on aime bien switcher d'un truc à l'autre. Oui. Et effectivement, d'ailleurs, ça me m'évoque aussi une question qui est que toi, tu écris vite, tu écris plusieurs livres par an, je crois, Ouais. ce qui Oui. n'est pas le cas de tout le monde, et que c'est Non. aucunement un problème si on souhaite se lancer dans Oui. l'auto-édition. Mm. Oui, oui. Et encore, moi j'écris vite, mais
j'écris largement moins vite que plein d'autres. C'est vrai qu'en termes enfin, de nombre de sorties, etc. Là, par exemple, l'année dernière, alors j'ai sorti l'intégrale de MKV, mais les livres étaient déjà sortis, donc j'ai juste eu à faire le travail de maquette, la couverture, etc. Mais je n'ai sorti que le registre parce que, en fait, je n'ai pas eu le temps, à cause du théâtre notamment et de plein d'autres choses, de pouvoir écrire, de pouvoir sortir plus de livres. Mais par contre, j'ai quand même écrit le registre, j'ai écrit ma dystopie young adulte et j'ai écrit mon thriller. Donc à côté de ça, j'ai quand même écrit plusieurs livres. Et un truc tout bête, par exemple, le thriller et la dystopie young adulte, ils sont très courts, ils font 70 000 mots. Forcément, quelqu'un qui écrit un livre qui va faire 150 000 mots, 170 000 mots, il va sortir un par an, mais bon, ça correspond peut-être à deux, voire trois livres d'un autre auteur ou d'une autre autrice. C'est tout bête, hein, mais ça, il y a plein de gens qui oublient lorsqu'ils disent, attends, j'ai sorti qu'un livre. Ah, mais ton livre, il fait 800 pages. Mm. Celle d'à côté, effectivement, elle a sorti trois livres, mais ils font 250 pages. Donc au final, t'as pas écrit moins, en fait. Justement, on parle d'auto-édition, on parle de présence sur les réseaux. Mhm. Tout ça, ça fait jamais trop du bien à la confiance en soi quand on écrit. Notamment, effectivement, j'ai vendu moins de livres que la voisine, j'écris Mhm. dans un autre genre qui marche moins bien, un autre genre qui est moins présent sur les réseaux, et je pense notamment au tien, donc on en Mhm. parlait. Comment est-ce que ta confiance en toi et en ton écriture a évolué depuis que tu t'es lancée? Je suis entourée d'autrices qui sont devenues des amies limite, elles font partie de mes amies les plus proches aujourd'hui, qui cartonnent. Et donc c'est vrai que quand je compare mes chiffres aux leurs, c'est ridicule. Et donc j'ai dû faire un petit peu ce travail sur moi, parce que forcément je me comparais à elles, mais pas négativement, mais d'être capable de différencier le fait que je vende moins de livres qu'elles ne voulait pas forcément dire que j'écrivais moins bien qu'elle. Et donc, j'ai fait un petit peu ce travail sur moi, déjà pour être capable d'intégrer que être déçu de ses ventes, etc., ne doit pas conduire à être déçu de ses livres. Je pense que c'est important de séparer les deux. Le fait qu'un livre va cartonner, ça dépend de plein de choses. Donc, forcément, on se compare aux autres. C'est un petit peu compliqué de prendre parfois du recul. Moi, je pense que sur les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à prendre du recul, justement. Ne pas suivre les personnes qui nous font nous sentir mal parce qu'on se compare à elles. On a le droit. On sent qu'on a un peu tendance à se comparer. Et puis alors en plus, le problème de la comparaison, c'est que déjà on va se sentir moins bien. Et puis après, en plus, ça peut amener à des espèces de pensées un petit peu négatives et on va devenir jaloux. Et donc on va pouvoir se mettre à avoir des idées un petit peu négatives vis-à-vis des autres auteurs et des autres autrices qui ne nous ont rien fait. Et donc, ça peut vite être un cercle vicieux qui est très, très, très vicieux. Et donc, il ne faut pas hésiter, tout simplement, des fois à se dire, ouais, pendant une semaine, je vais pas sur les réseaux ou pendant une semaine, je mets un tel, parce qu'ils ont tendance à pas mal partager leurs chiffres, leurs réussites, etc. Et moi, ça me fait me sentir mal. Et ben, le temps que j'aille un petit peu mieux, je les mets en sourdine. Et par exemple, sur ton évolution à toi, je dirais, par Mhm. rapport au moment où tu as publié les origines, peut-être, Ouais. que tu es quand même plus confiante. Alors, j'ai aujourd'hui une légitimité supplémentaire dans le sens où j'ai écrit plusieurs romans et donc j'étais confrontée à pas mal de problèmes. Et donc, mine de rien, j'ai toute cette expérience-là supplémentaire. Par contre, j'ai pas l'impression d'avoir plus confiance en moi. Euh, Globalement, j'ai toujours été capable un petit peu de pointer mes points forts, mes points faibles, d'avoir vraiment conscience de ça. Et je pense que c'est important d'être capable, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais d'être capable de jauger ça. Parce que si jamais je m'écoute et que je fais pas un peu ce travail de me dire, OK, ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire, j'ai envie de tendance à me dire, OK, ça je sais pas faire, ça je sais pas faire, ça je sais pas faire. Et je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. Et je pense que c'est pas mal des fois de se dire, OK, ça je sais gérer, ça je sais pas gérer. Ça, je sais gérer, mais je pourrais peut-être encore mieux le faire. Ça, je sais pas gérer, mais bon, c'est inhérent à ma personne, donc c'est comme ça. Mais par contre, ça, je sais pas gérer, mais peut-être que je peux m'améliorer. Et de savoir en fait un petit peu ce qu'on vaut, tout simplement parce que ça va nous permettre plus facilement de prendre du recul, de se sentir moins mal quand on va se comparer après avec un tel et un tel. Ça nous permettra aussi de bien mieux gérer la critique. Bien évidemment, ça c'est un conseil aussi que je donne assez souvent vis-à-vis de la confiance en soi, etc. Tout le monde n'aimera pas
votre roman? C'est évident. Posez-vous la question, est-ce que vous aimez tous les romans? Non, pas du tout. Vous, est-ce que vos livres préférés, il y a des gens qui les détestent? Oui, bien évidemment. Et que quelqu'un qui n'aimera pas votre livre, ça ne veut pas dire que votre livre est mauvais, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, parce que ça, voilà, faut être capable un petit peu aussi de séparer ce qu'on a produit et la personne que l'on est. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours réussi à faire ça, mais je pense parce que j'ai déjà sorti, enfin, j'ai tout ce parcours et ce bagage musical avec moi où j'ai été confrontée à la critique. Je suis guitariste, mais je suis aussi pianiste. Je suis passée au conservatoire et donc j'ai été confrontée très jeune à la critique et puis à la critique pas forcément très très agréable. Et donc je pense que tout ce bagage-là m'a aidé à me forger, à me créer une espèce de carapace aussi. Donc je pense que ça facilite pour moi cette acceptation de la critique et de la comparaison avec les autres auteurs et autrices. Tu nous as donné pas mal de conseils pour les auteurs en herbe et merci pour ça, je pense qu'ils sont très contents de les entendre. Est-ce que tu en aurais un petit dernier, peut-être plutôt qui les encouragerait? Je sais c'est un petit peu ce que j'aime bien demander aux auteurs, c'est qu'est-ce qu'ils diraient à la Noémie par exemple d'il y a, je sais pas, 5 ans, 6 ans, qui aurait jamais imaginé qu'elle en serait là aujourd'hui? Alors le conseil que je donnerais à la plupart des gens, c'est pas forcément le conseil que je me donnerais à moi. Parce qu'en fait, moi, le conseil que j'ai envie de donner aux gens, si tu as envie d'écrire un livre, bah, lance-toi. Genre maintenant. N'attends pas, te dis pas, OK, lundi prochain, le premier du mois, à la rentrée. Enfin, non, tu as envie d'écrire un livre, vas-y. On s'en fiche que tu aies 40 abonnés, on s'en fiche que tu jamais écrit jusqu'à présent, on s'en fiche que tu fasses des fautes, on s'en fiche que tu aies des problèmes de syntaxe, etc. Tu as envie d'écrire un roman, fais-le. Après, toute la suite, elle viendra après. Si tu as besoin de t'entourer de personnes pour retravailler ton roman, si tu as besoin de... Ça va venir. Mais si jamais tu as envie d'écrire, écris. Voilà, ça c'est le conseil que je donnerais. Et même de manière générale, tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai quand même un peu toujours fait. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le conseil que je vous donnerais moi. Si jamais je devais me donner un conseil à la moi d'il y a 5 ou 6 ans, ça serait écrire du thriller plutôt. Parce que voilà, je me suis un peu mis des barrières bêtement. Et bah, du coup, ça peut être d'ailleurs un conseil. Si jamais il y a un genre littéraire qui vous intéresse, ne vous mettez pas en tête que vous n'êtes pas capable de l'écrire. Voilà. En fait, lancez-vous de manière générale. Et la suite, on verra après. Chaque chose en son temps, mais n'attendez Voilà. pas la retraite. C'est ça, oui. Oui. Ah ouais, j'ai déjà entendu ça, donc clairement, je suis bien d'accord avec toi. Merci pour ce conseil. Pour finir, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité du moment, peut-être de tes projets de l'année? Ouais. Alors bah, là, actuellement, je suis dans les réécritures pour les envois maison d'édition. Donc, j'ai fini de réécrire donc l'épreuve qui m'a dystopie young adulte et que je dois envoyer du coup à partir de cette semaine prochaine à des maisons d'édition, sachant que certaines ont des deadlines, il y a des concours également. Je vais attaquer la réécriture de Survivaliste, donc mon thriller, que je vais envoyer à des maisons d'édition également. Et après, au niveau écriture, je vais écrire la suite de Tu sais quoi, chassons-les avec Marie Pocheux, qui s'appellera Tu sais quoi, butons-les, qui est donc le deuxième tome de la trilogie. En termes d'écriture, je vais écrire la suite de l'épreuve, parce que c'est une saga, donc ce roman dystopique, et j'ai aussi un thriller. Donc a priori, j'ai 3 projets d'écriture pour cette année. Et en termes de sortie, bah, je vais forcément avoir le 4 mains avec Marie, mais le reste, vu que ça va un petit peu dépendre des maisons d'édition, on verra. Mais du coup, j'ai quand même un programme d'écriture qui est un petit peu cadré là pour cette année. Et bien chargé, donc on t'envoie Oui, plein de courage. et ben merci beaucoup. Évidemment, il y aura les liens pour suivre Noémie et tout son périple et son année dans la description du podcast. Merci Noémie. Et ben merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou encore le partager à un collègue auteur. Et pour aller plus loin, tu peux rejoindre la communauté des auditeurs du podcast sur j'écrisunroman.eu/hello pour écrire avec nous, papoter ou encore me poser toutes tes questions. Et moi je te dis à bientôt au Café des auteurs.